Alors, c'est parti. Euh, donc, je suis Jean-Nicolas. Je fais partie d'un studio qui s'appelle Seed by Seed. Donc, graine par graine ou côte à côte en anglais. J'ai été designer, en tout cas dans le parcours de designer à l'Engine pendant 2 ans. Et puis après, je suis allé travailler un peu dans un studio Ubisoft Nadeo qui a fait un jeu qui s'appelle Trackmania, Shootmania et autres. Donc, j'y ai fait un stage. Et puis avec des collègues de promo, copains copines, on s'est dit on va lancer notre studio parce que je vais vous raconter pourquoi. On avait un jeu dans les mains et puis on s'est dit que c'était cool et qu'on allait se lancer. Je fais également partie de l'association So Games, donc qui est le cluster régional qui représente les studios de Nouvelle-Aquitaine. Ce sera David qui vous en parlera plus tard. On travaille ensemble dans l'asso, c'est relativement cool. Mais n'hésitez pas à poser des questions, surtout après si vous voulez venir voir. Oui, on n'est pas beaucoup. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Je ne suis pas particulièrement procédurier dans quoi que ce soit, donc n'hésitez pas. Donc Seed by Seed. Seed by Seed, c'est 8 personnes, c'est nous 8. Nous sommes 2 procs, 2 graphes, 2 designers. Moi, je me charge maintenant de tout ce qui est communication, aspect marketing, business, tout ça. Et on a un sound designer et un compositeur. On est passé du statut d'indépendant, enfin d'étudiant à indépendant. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est créé. On a pour ligne directrice de faire des jeux qui sont plutôt non violents et puis qui essayent de démocratiser le médium, donc qui s'adressent à un public peut-être un peu plus large que ce qu'est la cible pensée habituellement, gamer, jeunes hommes de 18 à 35 ans. Donc par exemple, on s'est adressé avec notre premier jeu aux parents et aux enfants, c'était très compliqué, c'était probablement pas un bon pari commercial, mais c'était rigolo. Voilà, et on joue sur les visuels très forts et marquants. C'est un peu notre identité. On a développé notre premier jeu de studio qui s'appelle Pile Up, dont je vais vous parler de façon en large et en travers. Et puis on fait aussi des travaux de mission pour survivre en tant que studio, donc support de production pour d'autres boîtes, on crée des visuels, des choses comme ça. Pile Up, c'était dans l'idée un jeu en coop à 4, un genre de Mario 3D qu'on pourrait jouer à 4 en même temps sur le même écran. Nous, on a grandi avec les consoles, les anciennes, celles où il fallait brancher les manettes avec des fils. Et du coup, on était obligé d'être sur le même canapé, sur le même écran, et puis on se foutait des coups de coude quand on jouait. Et en fait, on avait vraiment envie de revoir ce type d'expérience. Nous, ce qu'on aime, c'est que le jeu vidéo, ça rassemble les gens. Donc ça me fait plaisir qu'ici, on soit là pour parler de cinéma, parce que je trouve que c'est un endroit où on rassemble les gens, et donc on peut créer du lien. On ne veut pas que le jeu soit une méthode d'isolation. C'est souvent une méthode d'escapisme, comme on dit en anglais, mais nous, on veut que ça crée du lien. Donc on bosse sur des jeux qui créent du lien. Et donc on a voulu faire un jeu qu'on appelle le jeu canapé, qui se joue à 4 sur le même écran. Je vous montre un petit trailer comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Donc ça, c'est le résultat. Un trailer. Vous n'avez pas de son, c'est surprenant. Tiens. Hop, hop. Je fais des trucs. Toujours pas. Ça vient de là. Je vais changer le périphérique de lecture.
Voilà, donc un jeu qu'on a réussi à sortir sur PC et la plupart des consoles récentes. Et c'était toute une aventure. Et donc je vais vous en parler de cette aventure. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Je vous fais un petit laïus quand même sur comment les jeux vidéo sont faits. Je sais qu'on en a parlé avant, mais c'est quand même assez intéressant. Parce que je pense que ce qui est important de savoir de nos jours, c'est que les jeux vidéo, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est surtout beaucoup de temps, déjà. Un jeu vidéo, c'est très long. Je pense que c'est beaucoup plus long à produire que le cinéma. Je ne suis pas expert en production, mais on a beaucoup de jeux qui tournent sur 5, sauf le cinéma d'animation. Mais c'est vrai on va être sur des méthodes qui sont assez proches du cinéma d'animation au final. Les gros noms que vous pouvez voir là, qui sont des jeux qu'on va retrouver à Leclerc ou n'importe quoi, c'est des équipes énormes là j'ai mis 500 personnes plus, mais il y en a c'est plus, hein, il y en a c'est 2000, c'est plusieurs studios répartis à travers le monde, entre Singapour, la France, les États-Unis, le Canada, tout ça. On va avoir des multi-studios qui coopèrent, c'est des trucs énormes. Et c'est beaucoup d'argent aussi, c'est des budgets parfois jusqu'à 50 millions plus, voilà. Dans tout ça, on peut se demander quelle est la place que nous, on a en tant que producteur de jeux vidéo. Vous allez me demander, vous êtes 8, et ici j'ai marqué qu'il faut 500 personnes pour faire un jeu. Ça peut être marquant. Et tout ça a pu arriver par une transformation du marché qui est arrivée dans les années 2010, on va dire, autour de 2010, avec la numérisation du marché. C'est-à-dire qu'avant, on avait des constructeurs de consoles, des consoliers qui produisaient des jeux et des consoles et qui les mettaient sur le marché. Donc vous pouviez acheter vos boîtes de jeux à Micromania, à Leclerc, à Intermarché. Donc vous alliez acheter le jeu. Mais ça demandait du coup toute une ingénierie logistique de développement, d'impression sur CD, de développement de boîtes, de commercialisation, d'usinage et autres, qui faisait que c'était complètement accessible seulement aux gros industriels et pas du tout à des petites équipes. Alors éventuellement, les gros industriels pouvaient embaucher des petites équipes de temps en temps pour travailler sur leur contenu, mais c'était pas la norme, et puis surtout, c'était eux qui choisissaient quelles étaient les équipes avec qui ils bossaient. Et puis la numérisation du marché, autour des années 2010, notamment avec une grande plateforme qui s'appelle Steam, qui est arrivée, qui a bouleversé les choses, a permis à des jeux d'être vendus sans passer par la commercialisation physique. Et donc à des jeux de pouvoir être vendus en direct par du digital directement, donc d'être téléchargés depuis n'importe quel store. Et ça voulait dire que on pouvait se passer de tout ce qu'était la logistique. Donc on pouvait faire des petites équipes qui simplement faisaient un jeu et simplement le mettaient en ligne, et à partir de ça, percevaient des revenus. Et potentiellement, on se retrouvait à pouvoir faire des jeux qui étaient rentables avec un scope de production beaucoup plus petit. Et on n'avait plus besoin de vendre 20 millions, non peut-être pas 20 millions, 2 millions de copies comme font Nintendo et Sony pour être rentable sur sa production. On pouvait en vendre 20 000 et faire un jeu qui valait le coup. Et donc on a vu toute une vague de création de studios et de projets qui sont beaucoup plus petits et qui se sont installés dans ces niches de téléchargement en ligne sur les plateformes qui au début n'étaient pas extrêmement développées, mais qui se sont développées à toute vitesse là, dans les 10 dernières années. Et ces petites structures qui créent des plus petits jeux, on appelle ça les indés. Enfin, ils se sont un peu appelés les indés puisque du coup, ils ne dépendaient pas des très grosses structures qui étaient Sony, Microsoft et Nintendo. Voilà. Depuis, le terme indé a été réutilisé dans 1000 situations. Il ne veut pas dire grand-chose. C'est un faisceau qui englobe un peu tous ces gens qui ont créé sur les plateformes numériques avec des projets à plus petite échelle. Mais on a eu un marché qui s'est complètement éclaté et qui maintenant a une représentation sur le spectre de la taille des studios qui est quasiment... Tout le spectre est représenté. C'est-à-dire qu'on a des créateurs seuls et on a des gens, des équipes de 2000 personnes. Et entre les deux, on va voir tout le continuum qui est représenté. Des studios à 200 personnes, des studios à 300 personnes, des studios à 50, des studios à 30 et des studios à 8 comme nous. Voilà, donc tout ça c'est intéressant je pense, mais c'est intéressant à comprendre et à garder en tête que du coup quand on fait un studio indé, quand on fait un jeu indé, eh ben, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de qualité de production que ce que ferait un studio AAA, donc les très gros comme ceux qui sont cités ici. On est en compétition avec des équipes qui sont énormément plus grandes que nous. Ces plateformes qui revêtent du coup une importance critique dans le monde du jeu vidéo, c'est les distributeurs.
Donc vous, le cinéma, le cinéma est extrêmement dépendant des salles pour diffuser le contenu, même si maintenant on a d'autres formes aussi qui arrivent et qui s'installent. Le jeu vidéo était extrêmement dépendant de sa distribution physique maintenant et dépendant de ses plateformes. Et les plateformes sont les gros maîtres du secteur, décident de quel contenu est vu ou n'est pas vu. Voilà, on a parlé de Steam, on a parlé des consoliers, Microsoft, Nintendo, Sony. On parle aussi souvent des mobiles, iOS et Android. Puis il y en a d'autres qui s'installent. Voilà, voilà. Le jeu vidéo, c'est plein de métiers, on en a parlé, on vous en a présenté 6, mais il y en a des tonnes, il y en a bien plus. Voilà, ils sont tous très importants. Oui, de nos jours, on ne développe plus, on construit sur des outils. Ça aussi, ça a participé à l'existence d'un monde indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de construire de A à Z un jeu. On s'appuie sur ce qui a été fait avant, et on s'appuie sur les moteurs de jeu. Donc je sais qu'ont été cités juste avant Unity et Unreal, et c'est vrai qu'il y a ces deux-là qui sont les deux moteurs professionnels, mais il y en a plein d'autres. Ces moteurs, maintenant très très développés, permettent de construire sur les briques de ce qu'ont fait nos prédécesseurs et de faire des jeux beaucoup plus vite, et donc de se focaliser sur le design et la création artistique plutôt que sur la création technique. Alors ça, il y a toujours une énorme part de création technique, mais quand même, le design arrive à redevenir notre priorité, et ça c'est important, puisque les jeux vidéo ont toujours, dans leur histoire, été d'abord soumis à la contrainte technique. Et ces moteurs de jeu, là, comme ceux que j'ai cités en bas, qui sont Twine, GameMaker ou Construct, sont très accessibles même à des novices. Et ça a amené énormément de gens à entrer dans le marché et à pouvoir faire des jeux vidéo à leur échelle, ce qui est relativement cool. Un moteur de jeu, on en a parlé, mais en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est une scène. Bon, ça, c'est Unity. Tous les moteurs sont pas comme ça, ils se ressemblent pas forcément. Là, on est sur Unity qui présente des jeux en 3D. On va avoir une scène en 3D, une organisation des objets, des scripts et autres. Et ça permet aussi à plein de gens de participer sur le logiciel et puis de collaborer. Notamment, on parlait des artistes et autres. Parce que sinon, un jeu vidéo, ça ressemble à ça, ce qui est aussi très cool, mais qui peut être aussi plus austère pour toutes les personnes qui n'ont pas une expertise là-dedans. Le code, c'est quelque chose qui demande beaucoup de compétences. Et donc, si on veut avoir différentes participations, c'est intéressant d'avoir des moteurs de jeu où donc les gens là, peuvent, par exemple, juste faire du glisser-déposer d'objets dans la scène et puis c'est tout de suite jouable. C'est énorme. Voilà. Dans le jeu vidéo, on a des visuels. Comme dans le cinéma d'animation, ça arrive, on va avoir de la 3D, on va avoir de l'animation, on va avoir des choses comme ça. Mais ce qu'on a dans le jeu vidéo, c'est du temps réel, c'est-à-dire des gens qui jouent en live et qui vont casser tout ce qu'on a fait. Je sais que ça a été cité avant. C'est très important. Et donc, surtout, aussi en termes de technique, on n'a pas calculé tous les rendus visuels à l'avance, puisque donc, dans le cinéma d'animation, vous allez avoir une scène, vous avez le soleil dans un côté, les ombres, elles sont en bas à gauche, ça ne va pas bouger pendant toute la scène. On va calculer ça, on va le passer au cinéma. Dans le jeu vidéo, les joueurs bougent et donc les ombres changent de côté. C'est un des exemples. Et donc en temps réel, on recalcule les ombres. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Et du coup, on n'est pas non plus sur les mêmes qualités d'affichage, même si on essaie de rattraper avec des niveaux très hauts de qualité. Mais on n'est pas sur les mêmes qualités puisqu'on ne peut pas contrôler entièrement tous les paramètres et on est obligé de prendre en compte un changement permanent. Ce changement permanent, évidemment, en termes de technique, c'est très lourd. Voilà, bon, le côté visuel, ça va de tout, depuis les concepts jusqu'à l'animation 3D en passant par le modeling, on en a parlé. Le travail du son aussi, c'est intéressant puisque c'est pas comme le cinéma. Le temps réel a des gros impacts sur le son puisque au cinéma, on contrôle que notre piste va durer 1 minute 45 et que les spectateurs seront soumis à cette obligation de 1 minute 45. Dans le jeu vidéo, les gens jouent entre 30 minutes, 1 heure, 10 heures. On ne sait pas combien de temps ils vont rester. Des fois, ils restent sur un truc qui était prévu pour être 3 minutes, ils y restent 30 minutes. Et du coup, la piste de 1 minute 45 elle devient rapidement problématique. Quand on l'a entendue 50 fois, on commence à la connaître par cœur. Donc il y a des problèmes de conception du son, notamment de faire boucler le son correctement. On va avoir des musiques qui bouclent. Dans les anciens jeux d'arcade, c'est très rigolo parce que quand on écoute bien et qu'on a fait 14 fois le niveau, on commence à entendre quand la musique elle a bouclé une fois. On se dit ah, là elle a bouclé, je l'ai compris. Et dans le jeu vidéo maintenant moderne, on essaie de brouiller les pistes. Donc on essaie de faire en sorte que les boucles ne s'entendent pas. On va insérer plusieurs morceaux qui se superposent les uns après les autres, voire avec des morceaux avec plusieurs pistes
synchrones qui vont même dépendre maintenant de l'interactivité ou autre, et on va brouiller les pistes, mais c'est toujours de la boucle quand même. Et donc c'est du travail, comment faire de la musique qui est pour du temps long, et que ce soit pas dérangeant, et que c'est quand même de la force quand on l'écoute. Puis on a parlé du design, mais je vous fais juste cette petite laïus parce que moi j'ai pas mal bossé sur les caméras. Dans le jeu vidéo, c'est quoi les caméras? Bah, c'est l'objet qui va prendre les visuels et qui va nous les montrer à l'écran. Et on a cette question mais vous pouvez imaginer en fait comme sur un tournage, sauf que vos acteurs c'est les joueurs et que les acteurs ils font ce qu'ils veulent. Et donc quand vous avez deux acteurs qui vont à gauche et un qui va à droite, vous suivez qui avec la caméra? Là vous avez une vraie question qui se pose. À gauche, à droite, vous reculez très vite pour les avoir en champ large, ou vous décidez d'en prioriser un et de lâcher l'autre. Mais dans ce cas-là, bah, celui qui est tout seul hors champ, bah, éventuellement on l'entend, mais il participe plus. Donc ça c'est des vraies questions de design, parce que du coup dans le jeu vidéo on va se dire mais comment on fait pour garder tout le monde à la caméra? Est-ce qu'on va avoir une caméra dynamique? Est-ce qu'on introduit une deuxième caméra et on monte 2 fois les choses à l'écran? Est-ce qu'on en introduit 4, 5, 6? Dans quel sens? Comment on fait pour que ce soit intéressant pour 4 joueurs en même temps? Et nous, comme on a fait un jeu à 4 joueurs sur un seul écran, ça c'était une des grosses questions qu'on se posait. Voilà, approche créative. On a une équipe, on doit faire des jeux vidéo, c'est cool, par où est-ce qu'on commence? Bah, généralement on commence par un pitch. Nous on a commencé par se dire super, on va faire un jeu qui rassemble les gens, ton léger, joyeux, et puis on va faire un truc qui soit un peu accessible pour qu'on soit capable de produire. Je vous montre une vidéo de pitch, je suis pas sûr que ça va marcher parce que cannot locate, ouais, bon ça va pas marcher, c'est pas grave. Hop, on fait un pitch, l'équipe le récupère. Un pitch c'est généralement une idée seule, et après une équipe le récupère. Le jeu vidéo, comme le cinéma, est une activité de groupe, est une activité artistique de groupe, contrairement à plein d'autres activités artistiques qui sont souvent l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice. Jeu vidéo, c'est une œuvre créative multiple. Et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça que moi je l'adore. C'est parce qu'une idée ne vient pas d'une personne, c'est toujours une construction de plein de gens qui apportent au projet. Et donc on fait un pitch, et puis l'équipe le récupère, et puis l'équipe y amène ses idées. Donc elle détruit le pitch, elle le bousille, le découpe en morceaux, le reconstruit, et puis on a un nouveau pitch qui en ressort, et là on a une nouvelle idée qui se débloque. On décide aussi de pour qui on va faire un jeu. C'est très important l'empathie, de qui est-ce qui va jouer, de quel côté. On va décider dans un projet de quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Et ça, c'est très important puisque on peut aller vers toute direction de nouveaux projets. Nous, on avait par exemple décidé de faire un jeu qui valorise la progression dans un univers continu. Donc on voulait avoir un peu un sentiment d'aventure. Si on a été sur arcade, on se serait dit par exemple nos niveaux, c'est simple, il y a une seule caméra, tout le monde est dans le plan, par exemple là dans une salle, il y a une seule salle, personne ne peut en sortir, on a le plan, c'est facile. Et nous on voulait qu'on ait un univers continu, donc on avait ce problème de caméra qui se posait. Et si on ne voulait pas avoir ce problème de caméra, on aurait dit bah, c'est simple, on prend un plan et puis on reste dessus. Mais sauf que ça n'allait pas non plus avec les piliers de design. Et donc parfois on se force à créer du design pour répondre à ces piliers. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y a plusieurs autres démarches. Les très gros studios, donc Ubisoft et autres, vont plutôt avoir une tendance à avoir une démarche top-down, c'est-à-dire qu'ils vont se dire on veut Assassin's Creed, on veut que ça ressemble à ça, on veut que le prochain il ressemble à ça, et puis vous intégriez telle contrainte d'innovation dedans pour que ce soit un petit peu nouveau. Mais globalement, ça vient du haut, et on vous dit ce que vous faites en tant qu'artiste. Et puis il y a l'autre façon de faire, c'est on teste des choses, on fait plein de mécaniques de jeu, plein d'idées, et puis on garde ce qui est bien, et on construit dessus. Ça c'est bien, on le prend, on le rajoute. Ça c'est bien, on le prend, on le rajoute, et on teste plein de trucs. Ça c'est nul, on le garde pas. Ce qui fait qu'on se construit comme une sculpture de Lego ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas exactement où on va. On a une direction, on a des piliers, mais on ne sait pas non plus exactement ce qu'on construit. On va prendre avec ce qu'on a. Et donc c'est une démarche différente. Les deux se valent complètement. Mais juste, dans le jeu vidéo, on peut se permettre de faire ça. De ne pas savoir où on va et juste construire avec des choses qui marchent, puisque c'est l'interaction qui est intéressante. Processus itératif, dans le jeu vidéo, on va essayer d'avoir une démo très rapidement. C'était très important pour nous, pour tester ce qu'est la spécificité du jeu vidéo, c'est-à-dire l'interaction. C'est bien beau d'avoir des visuels, des machins, des trucs, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'interaction. Et même très tôt, même avant même qu'on ait mis ça dans le moteur de jeu, même avant même qu'on ait commencé à coder des choses, nous, côté graph, on a été parti pour faire des mock-ups, donc dans les logiciels graph, d'animation, pour voir à quoi ça ressemble de faire ce jeu vidéo, ces idées qu'on a eues. Donc là, on s'était dit... on voulait faire un jeu A4 où on saute les uns sur les autres pour atteindre des trucs. On s'est dit qu'est-ce qui s'empile? Les cartons dans la vraie vie, ça s'empile bien. On va faire des cartons.
On s'est dit, si on a des joueurs, c'est des cartons, pourquoi est-ce qu'on ferait pas le monde entier, c'est du carton? Ok, super, let's go. Et puis voilà, on s'est dit, on va résoudre des problèmes, on va faire que tous les objets sont carrés. Bon, voilà. C'était plutôt rigolo, une démo. Très bien, on a eu une première démo, et on avait un jeu qui n'était pas trop moche, c'était pas incroyable, mais qui nous plaisait bien, puis surtout on avait une bonne équipe, on était contents de bosser ensemble. Et on s'est dit, ce serait cool si on se lance en indé, et on est parti, on a fait ce truc qui était un peu impressionnant. On a rejoint l'incubateur de l'Engine dont Axel vous a parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est notre équipe. On a trop de chance d'être dans cet incubateur. C'est juste une salle qui nous est prêtée, mais depuis 3-4 ans, donc c'est quand même beaucoup. C'est un avantage incroyable, même voilà, on est invité sur des événements comme aujourd'hui, on est trop contents. On a créé notre boîte. Nous, on a créé une coopérative, puisque en fait, on est sorti des études, on a fait un peu de nos stages, on est revenu. Mais comme on avait bossé sur des projets, des idées, en tant que, comme ça, là, pour le fun, en tant qu'amateur, puis soudainement, il fallait qu'on crée une boîte, et on s'est dit, mais c'est qui le boss, du coup? Parce qu'on était tous, on était potes, c'était trop bizarre de se dire, bon bah, c'est toi. Et puis c'est toi qui vas gagner l'argent, et puis les autres, ils obéiront à tes ordres. Donc on s'est dit, c'est pas possible. Et on a créé une coopérative, c'est-à-dire que tous les employés de notre structure sont aussi actionnaires de la boîte, décident ce que fait la boîte et perçoivent une partie de la valeur ajoutée. Et on se partage aussi un peu des tâches d'administration, puisque l'administration, c'est finalement un moteur de pouvoir aussi, puisque tant qu'on a la relation avec les banques, la comptabilité et autres, c'est une sorte de force dans l'entreprise. C'est pas très important, mais c'est quand même de l'information. Donc c'est réparti les tâches d'admin, et puis ça permet d'investir un peu tout le monde dans la gestion de la boîte. Donc qu'on soit artiste, programmeur ou manager, en fait, on peut toucher à la gestion de boîte. Donc on s'est réparti un peu les tâches. Et on avait une règle de 3 dans le studio, qui était qu'on voulait que chaque personne dans la boîte puisse avoir un pouvoir participatif à la direction de l'entreprise, donc au projet de l'entreprise. On voulait que tout le monde puisse, parce que quand on va bosser dans l'industrie du jeu vidéo, on est embauché à Ubisoft, c'est génial. Puis Ubisoft nous dit, tu vas bosser sur les lapins crétins. On dit, super, j'adore les lapins crétins, mais en fait, on n'a quand même pas le choix. Si vous vouliez faire Counter-Strike, c'est pas possible, vous allez faire les lapins crétins. Et donc, c'est pas quelque chose sur lequel vous aurez jamais le mot, à part si vous devenez lead créa et que vraiment vous avez une très bonne idée, peut-être qu'Ubisoft vous fera confiance un jour, mais il y a peu de chances que vous arriviez à organiser, à décider ce sur quoi vous allez bosser. Nous, on n'était pas d'accord avec ça. On veut savoir sur quoi on va bosser, puis on veut pouvoir décider. Donc on veut que tout le monde ait une participation au moins. Ensuite, on voulait avoir un pouvoir décisionnel complet sur notre création artistique, puisque, encore une fois, je tape beaucoup sur Ubisoft, ils n'ont pas de chance, mais c'est juste parce qu'ils sont surreprésentés en France. À côté de ça, on les adore, hein. Mais du coup, Ubisoft, encore une fois, on va vouloir faire des choix créatifs, et puis c'est très souvent le cas que pour des contraintes de producing ou des contraintes marketing ou quoi que ce soit, notre travail est annulé et juste passe à la poubelle, ça arrive très souvent. Et ça, on voulait que ça ne nous arrive pas, donc on voulait que chacun crée et puisse créer jusqu'à la fin. Et enfin, que tout le monde touche l'argent, puisque à Ubisoft, l'argent ne revient pas à nous, mais à ses actionnaires. Même si on a tous un peu de salaire. Alors que chez nous, si on touche de l'argent, on y a tous droit. Voilà. Ensuite, donc on avait une démo, c'était trop cool. On s'est dit on va faire un vrai jeu, et là on s'est on s'est rendu compte plutôt que faire un vrai jeu, c'est pas si facile que ça. On a des contraintes professionnelles. Déjà, nous on avait un jeu multi, c'était cool, et tout ce qu'on nous a dit, c'est un jeu professionnel, ça doit avoir un mode solo, puisque pour vendre un jeu, il faut en parler aux journalistes. Les journalistes, ils n'ont pas le temps d'appeler leurs 4 potes pour se mettre sur le canapé et jouer ensemble. Ils jouent tout seuls, donc il faut qu'il y ait au moins un mode solo. Et en fait, il y a aussi plein de joueurs qui ont envie de jouer seuls. Donc c'est normal. Donc on s'est dit, on va intégrer un mode solo. Il y a des contraintes de production minimum. C'est attendu, c'est pas nécessaire. On aimerait bien que ça change, mais c'est attendu dans le monde du jeu vidéo qu'un jeu vidéo soit au moins 4 heures de durée de vie et au moins 4 heures de durée de vie. Ça, c'est des contraintes stupides, hein, et qu'il faudrait apprendre à déconstruire, mais qui sont encore très marqués dans le secteur. Il faut être capable de produire suffisamment vite, puisqu'on est bien en tant qu'amateur, mais en fait, pour être efficace, pour être rentable même, il faut être efficace dans la production. Donc il faut avoir des outils de production qui sont efficaces. Et puis il faut faire un jeu qui est vachement mieux que ce qu'on a fait en démo. Et ça, c'est difficile aussi. Donc on a commencé à restructurer notre production, réfléchir à nos méthodes de prod, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Par exemple, on avait des caméras, donc je reparle toujours de la caméra dans le jeu vidéo, qui passait derrière les arbres quand les joueurs ils décidaient d'aller faire autre chose. Donc il y a un joueur qui est à la gauche, un joueur qui est à la droite, et puis on se retrouvait derrière un arbre et on voyait plus rien. Et puis surtout, c'était pas facile à produire. Alors on a recommencé à tester des options. Donc ça, on appelle ça faire du gating, c'est-à-dire bloquer des transitions entre les espaces par des conditions. Donc là, par exemple, il fallait que les 4 joueurs sautent sur un plot en même temps pour changer d'espace. Et c'est pratique parce que du coup, on sait que quand on va changer de zone, on a les 4 joueurs à un même endroit, donc ils sont dans le plan de la caméra, donc on est tranquille. Donc on savait qu'en fait, on pouvait faire des zones où on avait des plans de caméra cool. Et quand ils changeraient de zone, on les aurait tous à nouveau dans la caméra, puisqu'ils devaient être ensemble pour activer le passage. Après, ils pouvaient se reperdre à nouveau dans un autre plan de caméra qui était prévu. Voilà, c'est des tricks comme ça de design qu'on met en place. Puis après, on a créé un système de porte un peu comme ça, où il fallait qui était un peu plus, on va dire, invisible. Voilà. On a refait une nouvelle démo, du coup, de projet professionnel. Voilà, ça c'est le jeu a changé pour devenir un projet professionnel. Mais c'est toujours une démo. Et après la démo, il faut faire un vrai jeu. Et la fin ne finit pas d'arriver. Faire un vrai jeu, c'est méga long. C'était beaucoup plus long que prévu. On s'était dit qu'on sortirait janvier 2020. On a sorti le jeu en mars 2021. Et encore, il est vraiment sorti en septembre 2021. Donc on a fait plus d'1 an et demi de travail. Il faut trouver du financement. Forcément, surtout quand on n'avait pas prévu des bons plannings, il faut retrouver de l'allongement. Donc là, il y a plein de financements, je ne vous les décris pas tous, en plus on peut en parler. Vous posez des questions, on peut en parler pendant 4 heures si vous voulez, mais pas maintenant. On avait quand même recherché donc, des publishers. Les publishers, c'est éditeurs, c'est comme dans le monde de... Pour le coup, je crois que c'est pas exactement comme le monde du cinéma, c'est plus comme le monde du livre. Vous venez avec un projet, et on vous promet de le distribuer en échange. On vous paye une avance sur recette et ensuite l'éditeur se rembourse sur chacune des ventes. Mais c'est pas un prêt, c'est pas un don, c'est de l'avance sur recette. C'est un format un peu spécial. Voilà, c'est très pratique. Donc on a cherché des publishers et pour information, on en a rencontré plus de 80 pour notre jeu Pile Up. C'était très compliqué. Je pense qu'on n'aurait pas dû s'accrocher. On a quand même cherché longtemps, on a fini par en trouver un. On a vu plusieurs contrats passer et tout, et puis on a fini par signer avec un publisher. Le travail du publisher, c'est donner de l'argent, ensuite quand même accompagner le studio, accompagner sur la création, sur le design, donner des conseils puisqu'ils ont généralement plus d'expérience, c'est pas toujours le cas, former une stratégie parce qu'ils savent faire, ils ont une vue d'ensemble du marché, négocier des deals avec les plateformes, ça c'est très important puisque les plateformes, donc je vous ai dit que c'était les acteurs les plus importants du marché et c'est eux qui font que votre jeu est vu ou non et a le droit d'être diffusé ou non. Et là, pour le coup, les relations avec les plateformes, c'est très difficile pour des indés d'y avoir accès, alors que les publishers, eux, ils y ont accès tout le temps. Voilà, présenter les jeux, faire la communication, tout ça, c'est typiquement ce que doit faire un publisher. Je vous montre un petit exemple de notre pitch, parce que je l'aime bien. On s'était dit qu'au lieu de leur envoyer un truc chiant, on allait leur envoyer une petite BD. Donc on a envoyé une BD au publisher en leur disant « Coucou, salut, c'est nous, on fait un jeu, c'est des cartons, ils empilent. Voici à quoi ça ressemble dans le jeu. Voilà une démo, ça se joue à 4, on habite à Angoulême, et vas-y, faites péter les thunes. » Et bon, ça a marché, on était contents. Et on a trouvé un publisher dont on n'est pas content au final, mais c'est pas grave. Et on a refait du coup une nouvelle, donc on a produit le jeu, on a refait une démo, je vous ai dit que le processus était itératif, on crée. Bon, ça va finir quand même. On a fini par sortir un jeu. C'était assez fou, on l'a sorti sur plusieurs consoles, grâce notamment à l'entreprise de David qui nous a aidés, à d'autres boîtes du coin. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis là, on s'y attend pas, c'est-à-dire que nous on est des devs, on est des designers, on fait notre jeu, on est dans notre coin et puis on est trop content, puis soudainement le jeu il sort, et même un petit jeu comme le nôtre au final il fait beaucoup de vues. Il y a plein de gens, des joueurs qui se mettent à y jouer, postent leurs vidéos sur YouTube, le jeu est repris dans des magazines, le jeu est repris dans des festivals et tout, c'était assez fou. Ça c'est très très bizarre, surtout que nous on a beau savoir que ça va arriver, on s'y attend pas, c'est pas pareil. Donc voilà, et puis les gens trouvent plein de bugs et tout, c'est cool. Voilà, donc grande aventure. Et puis en fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que quand il y a un jeu qui est sorti, en fait l'équipe est déjà en train d'en faire un autre. Et donc nous, ça y est, ça fait déjà plus d'1 an qu'on commence à
préparer notre prochain jeu. Donc on essaie d'avoir des cycles de jeux qui se superposent, c'est-à-dire que quelques mois, voire quelques ans avant la sortie de notre précédent jeu, de notre jeu actuel, on est toujours déjà en train de préparer la suite. Comme ça, on a des cycles de production qui s'échelonnent et on n'attend pas 3 ans. Bah si, on attend quand même un peu du temps, mais on n'attend pas trop entre deux sorties de jeu pour pas faire retomber l'énergie. Là, j'ai senti une main. Voilà. Et alors, je vous montre ça parce qu'on a annoncé le jeu il y a 2-3 jours et on est très content. Et alors, on a fait un trailer. Et pour le coup, on a fait appel à des animatrices d'Angoulême qui font du film d'animation d'habitude. Et elles sont venues en freelance bosser avec notre animatrice de studio. À 3, elles ont fait un petit court-métrage. Voilà, c'est bien. Le cinéma d'animation, au moins, on se comprend parce que c'est méga long pour faire 3 secondes d'anime. Donc, le jeu vidéo, c'est méga long pour faire 3 minutes de jeu. Donc, on s'est dit qu'on allait bosser ensemble. C'était trop cool. Et on a fait ce trailer. Donc, je vous le montre. Bon voilà, c'était notre prochain jeu qui s'appelle Baladin et on reste sur du multijoueur, on veut créer du lien. Cette fois-ci, la pandémie est passée par là et on a vu que c'était quand même assez cool de se rassembler à distance sur Discord, donc on s'est dit que ça allait être un jeu en ligne. On peut vivre des aventures à 4 pendant 1 heure comme ça, parce que nous on a beaucoup fait ça, on s'appelait avec des potes et on jouait pendant 1 heure le samedi pour éviter de déprimer tout seul chez nous pendant les confinements. Et du coup on repart là-dessus, vivre des aventures à 4 en ligne, c'est plutôt chouette. Voilà, moi je vous laisse mes contacts, vous pouvez nous contacter pour n'importe quoi et discuter derrière aussi, je suis toujours chaud. C'est vrai qu'on fait aussi en tant que studio plein de missions, on parlait tout à l'heure, je voulais intervenir presque, mais sur le modèle économique, de faire intervenir le jeu vidéo dans le cinéma et autres. Des choses qui sont pas évidentes, c'est que je vous ai parlé un peu de chiffres, mais le jeu vidéo tout de suite ça coûte très cher à produire, très vite. Donc en fait, même un tout petit jeu, ça va être très dur de penser un tout petit jeu à moins de 30 000 euros. Même des petites équipes, ça va être compliqué. Donc tout de suite, c'est des vrais budgets en fait. Je pense que c'est ça la question. Et le temps est long aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même avec beaucoup de budget, aller très vite et faire des jeux très vite. On peut faire des petites expériences un peu marrantes, mais en fait, ça va être dur de faire un truc qui est à potentiel commercial moins de quelques mois. Donc en fait, c'est des choses qui doivent se préparer en amont. Je pense que c'est ça aussi la difficulté, c'est que ça doit être des projets qui doivent être pensés en amont et qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain ou d'un mois pour le suivant. En tout cas, difficilement ou difficilement avec des résultats qui sont très, très agréables. Mais ceci dit, ça se fait quand même. Et il y a des échanges qui se créent entre le cinéma d'animation, par exemple. Là, il y avait Cartoon Movie, le festival qui était le mois dernier. Et le jeu vidéo, il y a des échanges qui se font de plus en plus. Et les studios sont hyper chauds. C'est-à-dire que si on fait des vrais jeux, qu'on les met sur les vraies plateformes et autres, c'est juste parce que c'est le moyen qu'on a pour survivre et puis pour pouvoir se payer des salaires. Mais d'un autre côté, si on trouve un moyen de faire du jeu dans les salles et tout, genre, on n'attend que ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller développer des expériences interactives un peu plus fun avec des contrôleurs interactifs et tout. Donc, faut pas hésiter à proposer, à réfléchir ensemble. Voilà. Et aussi, une dernière chose, c'est que nous, en termes de financement dans les studios, c'est du financement a priori, c'est-à-dire qu'on finance 2 ans avant, et ça nous permet de travailler pendant 2 ans. Après, le jeu sort, donc les gens qui ont financé se remboursent sur la sortie. Mais on a rarement dans nos studios, en tout cas indé, les gros studios, on va avoir plus de finances, on va rarement avoir la trésorerie pour se dire on vous fait un jeu pendant 6 mois, et après on voit si ça marche. Parce que en fait, on n'est pas, à cause des structures du secteur,
généralement capable d'avancer ça. Après, ça peut se construire. C'est des trucs qui peuvent se construire justement avec des outils financiers, avec le CNC, avec les banques et tout. Des studios comme, vous deux, par exemple, où vous avez maintenant les capacités pour construire des projets et tout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question parce que j'ai l'impression que pour la visibilité d'un jeu, il y a deux choses différentes. Si j'ai bien... enfin, il y a une démo et un trailer, c'est deux choses différentes. Je voulais juste repréciser la différence et aussi savoir, parce que les trailers, là, par exemple, c'était un court-métrage avec un peu une narration de court-métrage, mais en même temps, sur les jeux plus des étudiants, c'était peut-être une autre forme de trailer. Est-ce que c'est des images de jeux mis bout à bout, ou un peu comme du machinima, ou est-ce que c'est vraiment, il y a une écriture pour le trailer d'un jeu vidéo, quoi? Et en fait, dans une projection, est-ce que c'est faisable avec un peu sous un modèle d'atelier de réalisation, de faire des trailers de jeux vidéo? Carrément, c'est faisable. Alors, différence démo et trailer. Démo, c'est un logiciel qu'on peut télécharger et qui est jouable. Donc, c'est un morceau du jeu qu'on va pouvoir tester. Trailer, c'est évidemment la bande-annonce du jeu. C'est l'équivalent d'une bande-annonce. On fait ce qu'on veut avec la bande-annonce. Ça peut être des images du jeu. Ça peut être de la cinématique complète. Donc là, par exemple, c'était pas du tout du jeu vidéo, c'était de l'anime. Ça peut être des interviews des devs qui parlent de leur jeu. Tout est possible. Hein. C'est vrai que le format qui marche le mieux en ce moment, et puis c'est ce qu'attend le public, c'est de voir des images du jeu. Donc généralement maintenant, on fait des intersections images de jeu super coupées. Il faut que ce soit extrêmement monté. De plus en plus, c'est la pièce maîtresse de la communication hein, maintenant. Hein. Donc c'est comme les bandes annonces de films. Il faut que ce soit au poil. Donc généralement, on fait une intro très puissante dans les 5 secondes parce qu'il ne faut pas les perdre les gens sur les réseaux sociaux. Faut qu'on ait des images fortes dès le début. Il faut qu'on ait du rythme. Il faut qu'on ait de la narration. Il faut amener plein de choses. Il faut qu'il y ait une musique qui tue. Donc voilà. Donc il y a plein de choses. Ça manque de, je vais dire littératie, comment on pourrait dire. Ça manque parfois de compétences dans le secteur. Je sais que c'est un domaine où s'il y a des freelances qui veulent se lancer là pour faire de l'édition de trailers de jeux vidéo, il y a une demande qui est énorme. Donc faut pas hésiter, les compétences c'est quelque chose qui manque. Là pour le coup je pense que le jeu vidéo a à apprendre du cinéma et à tester des trucs, surtout que maintenant il y a tellement de jeux qui sortent avec tellement de trailers qui se ressemblent que quand on fait juste un mash-up des images de jeux, c'est souvent un peu pauvre quoi. Donc on va aller rechercher justement des trailers un peu plus innovants qui ramènent des trucs sympas et tout, avec de la prise de vidéo réelle. Des fois il y a des trucs qui sont maintenant que c'est cool. Du jeu, pardon, en gros, l'idée, c'est de montrer les différents univers que peut proposer le jeu, quoi. C'est de faire un peu, de mettre le joueur un peu en itinérance dans différents univers. C'est pas juste d'être sur une seule phase, c'est aussi qu'il accède aux autres niveaux, quoi. Enfin, il y a un peu l'idée de. Ouais, on essaie de montrer du contenu sans faire de spoiler et on essaie de dire que vous allez beaucoup vous amuser, grosso modo. C'est ça l'idée. Bien sûr, ouais, on essaie de montrer le plus de contenu possible. Qu'est-ce que j'avais un truc en tête, non j'ai oublié. Non mais ouais, on montre plein de trucs de jeu. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer à la prochaine rencontre? Merci d'avoir écouté, c'était cool. Eh bien, un grand merci.